bienvenue. Bienvenue dans le monde de l'aventure humaine, de la performance, de l'exploit. Bienvenue dans le monde d'Ushuaïa, Rhône Poulenc. Ce qu'il y a de merveilleux vu de ce promontoire, c'est que quel que soit l'angle où l'on porte son regard, c'est à perte de vue sur des centaines de kilomètres, et ce sur tout l'horizon, des centaines de kilomètres de jungle tropicale. Nous sommes au Guatemala, nous irons tout à l'heure à Belize, l'ex-Honduras britannique, pour 2 semaines consécutives, Ushuaïa, le magazine de l'extrême, donc en Amérique latine. Bonsoir à toutes et à tous. 2 petits États d'Amérique latine, le Guatemala et Belize, qui furent le berceau de la civilisation maya. Nous sommes au sommet du plus haut édifice de l'Amérique précolombienne, la pyramide numéro 4, 70 mètres de hauteur. Vous voyez la pyramide numéro 3, la 2 et la 1 émerger de la cime des arbres, ces fameux arbres qui pendant des siècles ont permis donc à cette civilisation perdue de garder tous ses secrets et tous ses mystères. Mystères qui demeurent encore, car l'apogée de cette civilisation fut entre le 3e et le 10e siècle après Jésus-Christ, et le déclin de cette civilisation, qui fut très rapide, demeure encore aujourd'hui un mystère que les archéologues aimeraient bien pouvoir élucider. Tikal, donc cette cité où vivaient autrefois près de 250 000 Indiens, et au fur et à mesure que l'on continue les recherches qui ont débuté en 1948, c'est-à-dire un siècle après avoir découvert ce site, eh bien au fur et à mesure que l'on creuse, que l'on fouille, l'on découvre de nouveaux édifices qui sont autant de symboles du génie et du sens artistique donc de cette civilisation étonnante. Voilà pour le site de cette émission, le Guatemala et Belize, donc l'ex-Honduras britannique, où nous serons encore la semaine prochaine, mais cette fois-ci on ira voir ce qui se passe dans les eaux de l'océan Atlantique au large de Belize. Et là aussi, il y a des surprises assez étonnantes pour le plaisir des yeux. Premier reportage de l'émission où l'on se rend dans un autre petit état de l'Amérique latine, un peu plus au sud, c'est le Costa Rica. À la rencontre d'un personnage étonnant, un biologiste américain, Donald Perry. Ça fait une quinzaine d'années qu'il se vit pratiquement suspendu à la cime des arbres. Son but, étudier ce que l'on appelle la canopée, c'est-à-dire toute la faune et la flore qui se nichent et se réfugient au sommet des arbres. Donald Perry, portrait donc de ce biologiste californien. Paradoxal, mais à l'ère de l'exploration du cosmos, la pluvisylve tropicale, mot savant qui désigne cette forêt dense pluviale appelée aussi forêt ombrophile, a su jusque-là interdire son accès aux savants et chercheurs du monde entier, de par la densité de sa structure. Rares sont en effet les chercheurs qui ont eu l'occasion, mais aussi la volonté, de pénétrer pour mieux le connaître, ce qui reste pour beaucoup un véritable enfer vert. Des hommes ont pris le risque de s'y aventurer, sachant qu'ils trouveraient là, sinon la réponse à de nombreuses questions qu'ils se posent, du moins la possibilité d'apporter des réponses aux énigmes que pose l'évolution des espèces.
l'Américain Don Perry et de ses hommes partis étudier in vivo la voûte forestière, véritable réserve biologique. Né en 1947, docteur en biologie tropicale de l'Université de Californie, on ne sait chez Don Perry ce qu'il emporte du chercheur ou de l'homme d'action. Confronté dès le départ aux problèmes communs à tous les spécialistes de la voûte forestière, Don Perry s'est attaché à concevoir et installer au sein même de la forêt un réseau de câbles et de plateformes pour accéder et évoluer à l'intérieur de la voûte. Premier travail pour le chercheur, accéder au site le plus adéquat. Ensuite, mettre en place sa toile d'araignée en employant ce que la technique moderne d'escalade met à sa disposition. Le trait d'une arbalète relié à un filin passé au-dessus des plus hautes branches d'un arbre dominant servira à hisser une corde beaucoup plus résistante. Le reste, l'escalade proprement dite, fait appel aux techniques presque classiques des alpinistes. Entre 30 et 60 mètres d'ascension à la force des bras pour pouvoir enfin atteindre les richesses insoupçonnées des hautes frondaisons de la forêt tropicale. Les arbres de la pluviosylve tropicale recèlent 40% des espèces vivantes existantes au monde et 75% de ces millions d'espèces demeurent encore inconnues des scientifiques. C'est dire le travail et les découvertes potentielles qui restent aux chercheurs, voulant se donner la peine de monter jusque-là. C'est en 1979 que Don Perry imagine pour la première fois une solution efficace aux problèmes d'observation. Il déploie un vaste réseau de cordages comme une toile d'araignée en l'arrimant à 3 cimes choisies surplombant les autres arbres de la forêt. Pour finir, Perry installe un véritable observatoire suspendu à 50 mètres du sol, bien protégé des pluies tropicales aussi puissantes que soudaines. La nuit ne stoppe pas les observations du chercheur, bien au contraire. Armé d'un gros projecteur, Don Perry sonde la verdure qui l'entoure et ses pièges à insectes fonctionnent au-delà de ses espérances. Chaque espèce rencontrée est consignée sur les pages d'un cahier d'écolier. Et Perry moissonne au fil des jours une quantité impressionnante de nouveaux insectes et de plantes, prélève des échantillons de toutes sortes, qui seront analysés avec plus de minutie plus tard dans un laboratoire scientifique.
Le travail du chercheur est de longue haleine, fastidieux et non dénué de risques. Mais il ne fait guère plus de doute que les cimes des arbres géants de la forêt ombrophile ne détiennent les clés qui permettront de comprendre un jour le principe même de l'évolution des espèces. Une chose est sûre, Donald Ray Perry, de par ses travaux, aura très hautement contribué à les découvrir. Sans transition du Costa Rica au Guatemala, je vous rappelle que nous sommes au pied des pyramides du Nouveau Monde, à Tikal, cette cité perdue bâtie au IIe siècle après Jésus-Christ. Sans doute, je dis sans doute parce que de toutes les cités mises à jour, c'est pour l'instant la plus grande mise à jour par les archéologues. Les archéologues qui ont quelques soucis avec la disparition de la civilisation maya. Pour cause, les Mayas ont laissé que très peu d'écrits. Les seuls écrits que l'on ait sur cette civilisation, eh bien, ce sont des gravures ou des sculptures sur des stèles ou des autels que l'on trouve souvent à côté des pyramides, car ils étaient associés aux rituels et aux cérémonies des pyramides. Alors par exemple sur cette stèle qui est en bon état, sans doute parce qu'elle est tombée comme cela, c'est-à-dire cette face contre le sol, donc protégée de l'érosion. Eh bien c'est de cette manière que les archéologues ont sans doute pu savoir que les rois de l'époque étaient pareils et habillés de cette manière, avec les fameuses plumes de l'oiseau national du Guatemala, le quetzal. Ici sur cette stèle parfaitement ronde, les fameux glyphes, les hiéroglyphes mayas, ces carrés qui sont autant de symboles. Chaque carré est un mot ou une syllabe. C'est souvent soit un visage humain, soit un animal, un bouclier ou un coquillage. Et ces symboles ont souvent trait au temps, car les Mayas étaient obsédés par le temps et le passage du temps. Ils avaient d'ailleurs établi deux calendriers, un calendrier astronomique et un calendrier religieux, qui, d'après le calcul des mathématiciens contemporains, coïnciderait à quelques minutes près au calendrier chrétien. On va aller se balader dans Tikal, parce que ça vaut franchement le déplacement, et vous n'aurez peut-être pas tous un jour la chance donc de visiter ce site archéologique colossal et monumental. En fait, ce qui fait tourner en bourrique les archéologues, c'est que, vous voyez, comme ici sur ce talus, quand les Mayas ont déserté leur cité au Xe siècle, à peu près 4 ans après, la végétation a repris ses droits. Et en fait, elle a recouvert complètement tous les vestiges de la civilisation maya. Et il a fallu gratter pour mettre à jour toutes ces pierres. Comme par exemple ici, ces deux talus qui faisaient partie du quotidien de la vie des Mayas, car dans cette surface-là, on venait jouer à un jeu qui s'apparente un peu à la pelote basque, que l'on appelait le potapoc, qui était un jeu que l'on faisait, enfin on ignore un peu les règles du jeu très précisément, mais il y avait une grosse balle de caoutchouc, et on n'avait pas le droit de se servir ni des bras ni de la tête, et avec le reste du corps, il fallait tenter de laisser la balle en l'air. C'était un des rituels mayas entre ces deux talus, qui faisait un peu office de gradin et où tous les notables mayas venaient assister donc au jeu de potapoc. La différence essentielle entre ces pyramides-là et leurs homologues égyptiennes, c'est qu'elles ont été tronquées en haut pour y construire des temples. Enfin, on suppose que c'est pour y construire des temples parce que pendant un moment, les archéologues se demandaient si c'était tout simplement pas pour y mettre des maisons d'habitation. Une fonction dont on est sûr à propos de ces pyramides, c'est qu'elles ont servi de poste de visée astronomique et de poste d'observation, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, les Mayas étaient des fervents astronomes. On va 2 minutes souffler un tout petit peu pour aller regarder tranquillement cette ville de Tikal. Et entre autres, ceux qui y vivent en permanence, ce sont les oiseaux de plusieurs espèces ici, absolument extraordinaires, on les entend en permanence.
cap maintenant sur l'océan Indien pour la reconnaissance du raid bleu. Un raid en catamaran léger de 400 000 dans les eaux de l'océan Indien, dans l'archipel des Seychelles. Une reconnaissance faite par Gilles Sanantonio, Yazid Tizi et Olivier Chiabodo, entre autres, avec l'aide des parapentes à moteur pour tenter donc de trouver les passes dans cet archipel. C'est surtout une manière d'embrasser les couleurs, la splendeur et la douceur donc de cet archipel au milieu de l'océan Indien. À tout de suite. Les Seychelles, perdues en plein cœur de l'océan Indien à 1600 km de la côte est africaine, un arc-en-ciel de 90 îles et îlots posés sur une mer turquoise distille à longueur d'année un parfum de paradis. Difficile de se concentrer lorsque l'on survole en parapente à moteur ces cartes postales géantes où les décors de grès rose patinés par le temps tranchent sur le bleu du ciel et le vert de l'océan. Mais Alain Barter et Gilles Santantonio, qui prennent place tour à tour sous la voile, ne le font pas pour le seul plaisir de voler. S'ils sont dans cet archipel en compagnie de 4 skippers, c'est pour reconnaître depuis le ciel l'itinéraire du futur raid bleu dont le départ sera donné en septembre prochain. Une épreuve nautique internationale réservée aux catamarans de sport. 10 étapes, 9 îles visitées et 400 000 de navigation à une période de l'année où le vent souffle ici, 25 nœuds de douceur à longueur de journée. Allez. Tu tiens fort, hein, parce que sinon... Allez. Fais gaffe quand même, hein, parce que... T'as remonté quand même. Regarde. Approchez là. Tout ça. Ça y est, vous avez gréé là? C'est bon? Apparemment, ouais. C'est prêt, les skis? Il faut qu'on check quand même. Alors Larsouille, on longe Coco Island, on tire sur la pointe de la digue, et on descend sur Frégate. Les 4 skippers, Philippe Parigot, organisateur du raid, Jean-Michel Ozanne, Olivier Chiabodo et Guy Reverbel préparent leur voilier sur la plage de Pralin. Si j'ai la sonne l'usine, ôtez les batteries dans ton couvert, ma l'œil dans ton ciel, à quelques heures là, la peine éclairée.
Sur l'une des magnifiques plages de l'île Frégate, les deux parapentistes partis en reconnaissance ont trouvé un nouveau jeu en attendant l'arrivée des catamarans. Gilles tente un décollage derrière une canne à pêche, le fil, il est vrai, est en Kevlar. Gilles, t'es prêt? Dans la loi, ton sapon, la caille. Les bandits dans la cuisine. Ma soeur, toi, tu fais café. Gamellement, c'est pour te la soigner. Puis la couple a commencé. On s'en a organisé discapitation. S'arrête à qui d'arriver. Méné, pas méné, ta coupe à lit. Oh! Lorsque les voiles lumineuses des bateaux éclatent sur l'horizon, les pilotes décollent pour guider les navigateurs sur les récifs et les hauts fonds coralliens. La cartographie marine imprécise de ces côtes et des passes nécessite un repérage pointu qui se révélera très utile lors de la course prochaine. Les skippers, à peine arrivés de leur longue traversée, les parapentes avec ou sans moteur se livrent à une nouvelle acrobatie dans le ciel de ce coin du monde où la température de l'air est souvent égale à celle de l'eau. Au vu de ces images, tout laisse à penser que les concurrents seront nombreux à venir pratiquer ici, dans quelques mois, leur sport favori lors d'une compétition tout à fait originale, la première du genre dans cet archipel préservé. Nous sommes à bord du petit hydravion de Grave-Menuhin, un môle que nous allons utiliser pour rejoindre tout à l'heure le Belize. Et c'est sans doute vu du ciel que cette cité perdue maya est la plus impressionnante, l'une des 300 cités mayas mises à jour et restaurées au fil du XXe siècle. Il faut dire que l'aviation a apporté une contribution très importante à la recherche archéologique. Jusque-là, c'est vrai qu'il était difficile de pénétrer dans cette forêt, ce tissu végétal. D'ailleurs, lorsque l'on voit la densité végétale, on se demande par quel miracle cette civilisation, sans doute la plus brillante et la plus intelligente d'Amérique, a pu émerger et se développer. Tikal, que nous avons sous nos ailes, qui est l'une de ces 300 cités et qui pourtant, au dire des spécialistes, ne représente que 10% de l'ensemble des cités mayas que l'on trouve sur tout le territoire des Mayas, qui autrefois n'était qu'un seul et même territoire, maintenant
qui est disséminée sur 5 ou 6 territoires. Et compte tenu de l'importance des vestiges retrouvés, l'on estime qu'il y avait à peu près entre 8 et 10 millions d'Indiens mayas qui vivaient donc à l'apogée de cette civilisation sur l'ensemble de ce territoire. Deuxième portrait, deuxième rencontre avec un personnage, une forte personnalité tout aussi éclatante que Donald de Perry que l'on a vu tout à l'heure au Costa Rica. C'est une vieille dame animée depuis toujours d'une double passion, la passion de la forêt tropicale et la passion de ceux qui en dépendent. Née au début du siècle en Suisse, elle a décidé de consacrer toute son existence à la protection et à la sauvegarde donc, de la forêt tropicale et des Indiens mayas. Un combat d'autant plus noble qu'il est un petit peu perdu d'avance car l'on ne peut que retarder le processus de déforestation car les Indiens mayas continuent aujourd'hui de perpétuer les erreurs du passé et notamment le défrichage systématique. Les gens d'ici sont très doux. Ils portent des cheveux longs et des tuniques blanches. Ils chassent à l'arc et vivent heureux au milieu des temples mayas et des perroquets. Ils descendent d'un peuple sacré et survivent malgré la pauvreté dans la plus grande forêt tropicale d'Amazonie, au sud du Mexique, à la frontière du Guatemala. Mais la forêt magique est en train de mourir. Elle a déjà été détruite à 80% en quelques années, dans la plus grande indifférence des pays dits civilisés. Ils sont rares ceux qui ont lutté pour sauver la forêt tropicale. Gertrude Blom en fait partie. Depuis 1943, elle a délaissé les Alpes suisses où elle est née pour s'enfoncer dans la végétation étouffante de Chiapas, au sud du Mexique. Étonnante vie pour cette fille de pasteur qui, à une époque où les femmes brodaient des serviettes à thé, a tout quitté pour combattre le nazisme avant d'arriver au Mexique pour aider les pauvres et les révolutionnaires de Zapata. Aujourd'hui, elle partage la rude existence des Indiens Lacandons, derniers héritiers de la civilisation maya, qui ne sont plus que 400 maintenant. Journaliste, militante, explorateur, anthropologue, écologiste, Trudy Blom est devenue une véritable légende, elle qui a consacré sa vie à un idéal, elle qui sait se faire les amis les plus rares. Je connais Shankin depuis 1943. J'ai éprouvé immédiatement un sentiment d'amitié à son égard. Je ne le sentais pas étranger, mais quelqu'un d'extrêmement gentil et sage. Je l'appelle père, il m'appelle mère. Et il dit « J'espère que je mourrai avant toi ». Et je dis « J'espère que je mourrai avant toi ». Parce que s'il meurt, beaucoup de choses vont mourir avec lui. Une mémoire extraordinaire des choses de la forêt, des histoires, des légendes. Pour Trudy Blom, l'important est de sauver cette mémoire, d'éterniser les images. Un jour, elle a acheté un appareil photo pas trop cher, elle a suivi le mode d'emploi sagement et est devenue une extraordinaire photographe. Sa passion et son respect pour les Indiens lui ont valu des images étonnantes qui constituent aujourd'hui un témoignage capital, publié et exposé dans le monde entier. Mais qu'importe le monde et ceux qui l'habitent, ils ont tué la forêt, ils ont trahi les dieux. Les gens d'ici savent que lorsque l'on ne priera plus, la colère des dieux sera épouvantable. Ils détruiront la terre entière. Nul ne sait pourquoi la civilisation maya s'est effondrée vers 800 avant Jésus-Christ. Par contre, on se souvient de l'arrivée des Espagnols dans les années 1500. Les moines sont allés dans les montagnes rencontrer les Indiens, créant ainsi une nouvelle civilisation, le maya-christianisme, mêlant les deux rites.
Ces croix, érigées bien avant les Espagnols, symbolisaient l'arbre de la vie, associé à la pluie et au maïs. Aujourd'hui, ce sont les gardiens d'un passé qui disparaît, d'une civilisation détruite peu à peu par les maladies et l'esclavage apportés par les conquistadors. Les Indiens se sont réfugiés dans la forêt tropicale, mais aujourd'hui c'est la forêt que les conquérants civilisés sont en train de saccager à raison de 55 600 hectares par an. On veut forcer la terre à être rentable tout de suite et vite. Les bureaucrates du gouvernement considèrent la forêt inutile et ceux qui y vivent des sauvages sans intérêt. Quand ils ont demandé à Shenkin de signer un contrat d'exploitation, il leur a répondu « Les arbres sont à Dieu à Akakium, allez lui demander ». Mais Akakium n'était pas disponible et les bulldozers sont arrivés avec les tronçonneuses. Les cow-boys se contentent de brûler puis de planter pour 2 ou 3 ans. Ensuite, la terre sera épuisée, abandonnée au bétail, avant de devenir désertique, morte. Une terre nue à la merci de la pluie et des inondations. De la maison qu'elle a achetée avec son mari, Gertrude Blom a fait un centre d'études et de préservation des Indiens mayas et de la forêt tropicale. Elle y a installé aussi une pépinière pour replanter certaines parties de la montagne. 30 000 arbres ont déjà été mis en terre. Mais Gertrude Blom sait que cet effort est vain. Il est impossible de reconstruire tout ce qui a été systématiquement détruit. Il faut surtout apprendre aux gens à aimer les arbres, à respecter leur environnement. La reine de la forêt n'est pas optimiste sur cette civilisation qui préfère l'argent aux dieux. Les jeunes vendent leurs arcs pour des piles qui font marcher de drôles de machines. Shenkin est triste, ils ne vont plus aux cérémonies, leur nouveau dieu s'appelle la voiture. Un día con esto veo, sí, por eso de repente te puede. Gertrude Blom et Shenkin savent que le monde va mourir et qu'il n'y en aura pas de meilleur. Bon, ok, adios. Voilà, on a complètement abandonné Tikal et par là même quitté le Guatemala. On est maintenant au Belize où nous nous sommes posés il y a quelques minutes avec Krov Minuin. On a abandonné l'hydravion pour emprunter ces 2 chevaux pour voir la jungle au niveau du sol parce que ça paraît complètement impensable de se dire qu'avant l'utilisation de l'avion, on ait pu découvrir les vestiges mayas. Car si Tikal est un site répertorié et notoire et complètement restauré et mis à jour, voilà à quoi ressemblent les temples mayas lorsqu'ils sont encore vierges. Ce sont, en apparence en tout cas, tout simplement des tas de pierres et on dirait une butte recouverte de végétation. Et ici donc se cachent des vestiges que l'on n'a pas encore découverts, hein, Krov. C'est vrai. Voilà. Ça c'est un arbre très très intéressant. Faut arrêter là. Celui-là, là Oui. Très très intéressante parce que c'est à cause de cet arbre que les ruines mayas ont été découvertes. Celui-là, pourquoi? Pourquoi? Parce que le liquide, le fluide
qui vient de cet arbre. La sève, La ouais. sève, c'est la base de gomme à mastiquer, à chewing gum. Les hommes qui ont pénétré la forêt pour chercher le chicle, c'est le produit Ouais. de ces arbres qui s'appellent sapodilla, c'est eux qui ont trouvé tous les ruines mayas. Et ceux qui cherchaient les chewing-gums s'appelaient les chiqueros. Les chicleros, et le paradoxe, c'est paradoxal parce qu'ils ont trouvé les ruines, mais ils ont pillé les ruines aussi. Ouais, est-ce que ça rapportait plus que le chewing-gum? Oui, je sais. Allez. Stop là. Oh. Alors ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on était à Tikal, c'est que quand on n'est pas convaincu qu'on est près d'un temple, eh bien en fait, on cherche soit l'autel, soit la stèle. Il y a toujours une association donc, des deux. Là où il y a un temple, il n'y a pas très loin un autel ou une stèle. Et ça, alors celle-là, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont dû la voir. Hein. Ça, c'est des meules. Des meules C'est ça. pour moudre le grain. Et tout ça a été découvert il y a combien de temps, Croix? Ça fait 5 ans. Il y a 5 ans, personne n'avait jamais vu tous ces vestiges. Exact. Ce temple-là, c'est le seul qui était pillé. Tout le reste est vierge. Je crois que si on monte par là, on peut grimper là. On va trouver les tranchées qui sont faits les pilleurs, Les chiqueros. les chicleros. Chiqueros. Les galeries que vous voyez derrière nous ont été creusées par les chiqueros il y a 5 ans. Ça veut dire qu'il y a 5 ans, personne n'avait visité cette colline. Il faut dire qu'on peut passer à côté sans imaginer ce qu'il peut y avoir dessous. Et les chiqueros, eux, subodoraient donc les trésors qui pouvaient être enfouis là-dedans. Et ils ont emprunté tout à fait les techniques des archéologues, c'est-à-dire qu'ils ont fait des grandes tranchées dans la colline, ce qui permet de mettre à jour évidemment donc, les vestiges et surtout de pénétrer dans les salles qui sont à l'intérieur. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer que cette colline boisée abrite donc un tel trésor. On va rentrer dedans, vous allez mieux vous rendre compte. C'est là qu'on voit que les Mayas étaient petits. Mais c'est surtout les pilleurs qui n'étaient pas grands. C'est dingue, hein? Ouais. Par contre, le boulot qu'il faut pour dégager tout cela, en fait, il faudrait des siècles et des siècles pour finir de dégager tous les vestiges mayas. Ouais. Et tu penses donc qu'ils sont passés là, ils ont tout emporté? Oui. Il y a ces bols qui, intacts bien sûr, vaut une fortune dans le marché des antiquités. Et après, il y a ces petites figurines, ces petites idoles. Et je suis sûr que le tombeau était, ou le lieu de cérémonie était rempli des petites choses comme ça. C'est dingue de se dire qu'on est carrément en pleine jungle et qu'il y a de tels vestiges comme ça et qui ne profitent pour l'instant donc qu'à ceux que tu appelles Les chicleros. Voilà. Alors, si tu montes là, Ouais. il y a plusieurs galeries et tu vas peut-être trouver, en tout cas, c'est le seul sortie. C'est que c'est friable. Hein. Ouais. De ce côté-là, on se rend encore mieux compte des tranchées creusées par les pilleurs de vestiges mayas et surtout de l'importance des monuments qui se dissimulent sous ces tas et ces monticules de terre. Quand on pense que la pyramide numéro 4 de Tikal, où nous étions tout à l'heure, il représente 220 000 mètres cubes de pierre portées à dos d'homme. Retour avec la famille Picard. Si vous étiez là la semaine dernière, on a commencé à vous raconter l'histoire de cette extraordinaire famille, la dynastie des Picards. Pour ceux qui n'étaient pas là, Auguste Picard, c'est cet illustre savant dont s'est d'ailleurs inspiré Hergé pour faire le personnage du professeur Tournesol. Auguste Picard était l'inventeur du bathyscaphe et c'est lui qui, en 1932, a été pour la première fois visiter la stratosphère, 17 000 mètres d'altitude,
suspendu à un ballon stratosphérique. Son fils, Jacques Piccard, lui, en 1960, a été lui pour le coup visiter la fosse sous-marine la plus profonde connue à l'époque, 11 000 mètres de profondeur. Aujourd'hui, le petit-fils, Bertrand Piccard, est l'héritier de la famille Piccard et vous allez voir qu'il incarne parfaitement la pérennité spirituelle de la famille Piccard. J'ai l'impression en fait d'être plus qu'un oiseau, parce que l'oiseau vole par instinct et par habitude. Alors que quand un homme peut voler, il vole en se sentant voler. C'est vrai que je vole beaucoup moins bien qu'un oiseau, mais en même temps je me sens voler peut-être beaucoup plus que lui. Comme un oiseau sous son aile delta, Bertrand Piccard n'oublie pas que le premier homme à être monté dans la stratosphère était son grand-père, le physicien suisse Auguste Piccard. Dans la cabine étanche qu'il avait imaginée et fabriquée, le professeur Piccard atteignit l'altitude de 17 000 mètres au cours de 2 vols mémorables en 1931 et 1932. En prouvant que l'homme pouvait vivre dans la stratosphère, celui qui inspira à Hergé et son professeur Tournesol ouvrait la voie à l'aviation moderne et à la conquête spatiale. Aujourd'hui, quand Bertrand dialogue avec son père, Jacques Piccard, avant de s'envoler en delta au-dessus des Alpes vaudoises, il n'oublie pas que son père et son grand-père ont effectué ensemble les premières plongées profondes dans les mers à bord de cette autre invention d'Auguste Piccard, le bathyscaphe. Dès 1953, il dépasse les 3000 mètres et c'est à bord du même bathyscaphe, Trieste, que Jacques Piccard descendra à 11 000 mètres dans la fosse océanique la plus profonde du monde, dans le Pacifique, au large des îles Mariannes. C'était en 1960, il y a tout juste 30 ans. J'ai beaucoup de points communs avec mon père et on parle beaucoup de tout ce qu'on fait chacun. Mais la grande différence, c'est que je crois que pour mon père et mon grand-père, les choses existaient à partir du moment où on leur prouvait que ça existait ou qu'ils avaient pu faire la preuve que ça existait. Moi, je crois aux choses jusqu'au moment où on m'a prouvé que ça n'existe pas. D'un autre côté, mon père et mon grand-père ont utilisé la recherche pour découvrir le monde extérieur. Et moi, ce que j'aime avec les deltas, ce que j'aime avec l'aviation ultra-légère en général, c'est en fait la découverte d'un monde intérieur à soi-même, une certaine forme de conscience du moment présent. Depuis qu'il pratique le vol acrobatique en delta, Bertrand Piccard s'est fait une spécialité, le largage en montgolfière à 2000 mètres du sol, comme ici, dans le ciel du château d'Ay, pendant la 12e semaine internationale de ballon à air chaud. Altitude 2840 mètres, 2840 mètres au-dessus de la mer et 1840 mètres au-dessus du sol. Stabilisez maintenant à moins 1 mètre. Phase de largage commencée. Largage dans quelques secondes. Ok, moins 3 mètres. Et on y va. Hop, larguez. Superbe largage. Je vais essayer de rester un peu près du ballon de Château d'Ay. J'ai commencé à faire du delta à l'âge de 16 ans. D'abord avec les toutes premières ailes qui existaient, puis peu à peu, grâce à l'évolution du matériel, je peux voler maintenant avec une aile rigide munie de gouvernes qui permettent de faire de la voltige. Alors là, on va commencer quelques figures d'acrobatie. D'abord la prise de vitesse. Et maintenant on pousse. Passage sur le dos, vitesse lente et reprise. Maintenant un renversement qui permet d'enchaîner une série de vrilles
Là, ça bouge beaucoup. La vrille est une figure qui est assez pénible physiquement. Ok, et on ressort. Ce qui est extraordinaire, en fin de compte, c'est de pouvoir sentir tout ce qui se passe à chaque moment et en fait être en contact avec soi-même. Dans la vie de tous les jours, on est pris par tous les soucis quotidiens, alors que là, c'est vraiment un contact direct. On pense au moment présent. C'est peut-être d'ailleurs une manière de faire le lien avec ma profession de médecin. Prise de vitesse. La voltige, l'acrobatie en L delta, ce n'est pas une évasion, c'est une manière de se percevoir dans les 3 dimensions. C'est finalement une liberté de pouvoir se sentir de cette manière-là. C'est vrai qu'en ce moment, je me sens voler. Et je commence à être un petit peu fatigué, je vais faire quelques vrilles plates, qui sont jolies aussi, mais qui sont moins dures physiquement. Perte de vitesse, et voilà, c'est parti. Un tour. 2 tours. 3 tours. Et ça bouge beaucoup. 4 tours. Et je ressors. Le ciel de Châteaudet est plein de ballons, c'est absolument splendide. Ce qui est important, c'est pas seulement le fait d'être mieux que d'habitude pendant un petit moment, parce que je dirais qu'à la limite, ça ce serait presque une drogue. C'est presque la définition de la drogue. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a autre chose qui existe que la vie de tous les jours. Je refuse tout à fait l'étiquette de casse-cou ou d'amateur de risque, parce que je dirais que le risque est presque un passage obligé pour arriver à un certain état, mais c'est pas un but en soi, le risque, c'est sûr. Mais c'est vrai que cette liberté n'est pas infinie. Et maintenant, ça va bientôt être le moment de l'atterrissage. Je crois que mon grand rêve d'enfant, c'était d'arrêter le temps pour pouvoir savourer les beaux moments que je vivais. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'en vivre beaucoup qui étaient très beaux. Et puis peu à peu, j'ai senti que, comme de toute façon c'est impossible d'arrêter le temps, on peut le cristalliser un peu en soi et on peut cristalliser des événements marquants. Et c'est vrai que je crois que quand on se sent vraiment bien avec soi-même et bien dans le moment qu'on vit, ces événements restent gravés très profondément. Et ça fait comme ça des moments de flash qui sont en fait des moments de repère qu'on a
pas mal encore, hein, la vue d'ici, à hauteur des singes. Je ne sais pas si vous les entendez, mais c'est le cri des singes qui vient saluer la fin de cet itinéraire d'Ushuaia sur la route des Mayas. On a commencé dans un site notoire qui est Tikal. On vous a montré d'autres sites qui n'ont pas encore été mis à jour. Et puis on termine ici à Lamanaï, qui est un site haut en couleur parce que c'est un site maya qui a été occupé, toute cette cité, qui est à l'est, puisqu'on a commencé à l'ouest au Guatemala, puis on a fait une traversée d'ouest en est. Et là on est tout près de la côte atlantique. Ce site a été occupé jusqu'à la fin du 19e siècle et les Mayas ont été délogés d'ici par les Mexicains. Il faut dire qu'ils n'ont pas eu de chance. Dès le 13e siècle, ils ont été dominés par les Toltecs, plus tard par les Espagnols, et donc à la fin du 19e siècle par les Mexicains. Et aujourd'hui, les derniers descendants mayas qui vivent au Guatemala eh bien, subissent maintenant la pression terrible du gouvernement guatémaltèque. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez pu profiter de ces vestiges et ces monuments étonnants, d'autant qu'ils sont dans une forêt quasiment vierge. Et cet endroit-là, que connaît bien Krav Menuhin, qui était avec son petit hydravion quelque part au-dessus des voies fluviales et des voies navigales, était un endroit très important parce que si les Mayas étaient effectivement des paysans, s'ils avaient du sang un peu guerrier, si c'était des astronomes et également des musiciens, c'était aussi d'extraordinaires commerçants, hein, Krav. Oui, c'est tout à fait vrai, Nicolas. Et Lamanaï, le site de Crocodile immergé où vous êtes maintenant, c'était vraiment un centre très important parce que c'est juste au bord, juste à côté d'une grande lagon où se débouchent les rivières de toute la région. Et les Mayas ont amené leur commerce, tout leur jade, leur or, leur peau de jaguar, leur silex, le cacao, tout, ils ont amené ici à Lamanaï pour être redistribué dans la région. Et il y a même un accès à la mer par tout ce système des rivières, des lagons, et qui tout débouche ici devant Lamanaï. À vous. Merci Krav, qu'on retrouve la semaine prochaine, qui nous a gentiment fait profiter de ses connaissances sur la culture maya. Il faut dire qu'il a passé plusieurs fois, plusieurs mois au Guatemala et au Belize, d'où sa connaissance sur toute la région. La semaine prochaine, on utilisera encore son petit hydravion pour aller cette fois-ci offshore, à 40 000 au large du Belize, qui possède la plus grande barrière de corail après l'Australie. Et derrière cette barrière de corail, il y a ici un phénomène extraordinaire sous l'eau que l'on appelle le trou bleu. Vous verrez ce qu'est le trou bleu la semaine prochaine et surtout ce que le trou bleu abrite comme faune. Bonne fin de soirée à toutes et à tous, à samedi prochain. Au revoir. Ron Poulenc et Ushuaia, l'aventure humaine, la performance, l'exploit.